Voilà, donc bienvenue à tous et toutes. Donc, nous sommes ici ce soir réunis autour d'un thème qui fait couler beaucoup d'encre et je dirais même qui a fait couler beaucoup de sang. Et donc, ce n'est pas forcément un thème facile à aborder, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Aussi, voilà, j'ai pris soin d'y mettre tout mon cœur, toutes mes compétences, tout mon savoir-faire. Et, et donc, pour me seconder cet exposé, puisque quand je suis prise par le fait de parler et de regarder mon diaporama, je ne suis pas attentive à ce qui peut se passer pour vous. Et donc, j'ai demandé à Laurence Bello, à qui je vais bientôt donner la parole, de me seconder. Donc, en fait, Laurence, c'est une de mes partenaires et elle va vous expliquer elle-même pourquoi elle est partenaire avec moi. Et donc, elle est là pour regarder ce qui se passe dans le chat, résoudre des problèmes techniques s'il y en a. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Laurence Bello. Donc, moi, je suis dans la région lyonnaise, exactement, vers Villefranche-sur-Saône. Et je collabore avec Elisabeth Pierre depuis maintenant 3 ans par rapport à un outil qui permet de faire de l'auto-relaxation et qui permet de pouvoir se relaxer seul sans forcément avoir besoin d'un thérapeute et pouvoir le faire quand on en ressent le besoin. Voilà. Bien, merci beaucoup Laurence pour l'intervention. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que ces mots font partie de votre vie. Des mots d'emprise, de dépendance, d'abus, de dommage. Et tous ces mots, chacun en a l'expérience, de près ou de loin. Chacun en a sa définition, sa représentation. Et ces mots-là, quand on les entend, bien souvent, en nous, ils provoquent des réactions, des émotions. Et en général, des émotions intenses et qui sont ce qu'on pourrait appeler des émotions plutôt désagréables. Voilà, moi, je ne parle pas d'émotions négatives ou positives. Moi, je parle d'émotions agréables ou désagréables. Parce que comme ça, il n'y a pas de connotation morale. Une émotion est toujours utile, de mon point de vue. Et donc, voilà, les phénomènes d'emprise et d'abus souvent suscitent en nous beaucoup d'émotions désagréables. De la colère, de l'impuissance, de la frustration, de la tristesse, de la souffrance et du désespoir. Donc, j'imagine que toutes ces émotions vous sont familières de manière plus ou moins intense. Voilà, mais si vous le souhaitez, vous pouvez réagir dans le chat si vous vous reconnaissez dans les mots que j'ai employés ou si vous en avez d'autres qui vous viennent plus spontanément ou en plus. Voilà, donc ce soir, on va donc aborder ce sujet et j'ai essayé, voilà, j'ai fait un plan et puis voilà ce dont on va parler ce soir. Donc en premier, on va parler de l'importance des mots MOTS pour nommer les mots MAUX. Voilà, puisqu'on a vu que dans un mot, chacun y met ses représentations, ses émotions et parfois c'est source de conflits ou d'incompréhension. On a un même mot et qu'on met des sens différents dessus. Ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai les mécanismes de la dépendance et de l'emprise tels qu'on les conçoit en addictologie aujourd'hui.
Dans un troisième temps, eh bien, je vous donnerai des clés. Donc, je ne vous donnerai pas toutes les clés, mais je vous donnerai des clés pour sortir de l'impasse de l'addiction, de la dépendance, de l'emprise, et pour se réparer quand on a le sentiment que notre vie est brisée. Et puis, pour finir, je vous parlerai de mon expérience personnelle de restauration. Voilà. Et puis, je vous expliquerai pourquoi moi, je préfère ce mot de restauration à celui de réparation ou de guérison. Donc, voilà le plan de cet exposé. Et donc, voilà, qui suis-je pour vous parler? Donc, vous voyez que déjà, la photo, enfin, l'image parle d'elle-même. Je suis, j'ai des origines, en tout cas, oui, j'ai appelé la conférence, l'exposé, phénomène d'emprise et abus, des clés pour sortir de l'impasse, et en sous-titre, point de vue et témoignage d'une addictologue. Et d'ailleurs, j'ai écrit point de vue au singulier, alors que ce serait plus juste de mettre point de vue au pluriel. Voilà. Parce que tous ces points de vue que je vais vous présenter, ils sont issus de mon expérience de vie. Et donc, voilà, je suis une femme, je suis maman de 3 enfants jeunes adultes qui sont ma fierté. Au niveau amoureux, eh bien, je suis actuellement en couple, après avoir été seule pendant 3 ans. Et puis après, avant, je veux dire, bien avant, j'ai été mariée pendant 25 ans. Voilà. Et donc, voilà un peu pour me situer. Donc, j'ai fait l'expérience d'un divorce où c'est mon mari qui avait choisi de partir. Voilà. Et puis, dans mon enfance, depuis l'âge de mes 6 ans jusqu'à 24 ans, jusqu'à l'âge où je me suis mariée et où je suis partie faire mes études de médecine à Toulouse, j'ai grandi au sein de la communauté des Béatitudes. Mes parents, donc, s'étaient engagés dans la communauté. Et donc, en fait, vous voyez un petit cœur brisé parce que, voilà, dans mon enfance, que ce soit dans mon histoire familiale, mon histoire familiale restreinte, mes parents, mes grands-parents, ma famille d'origine, et dans ma famille de cœur et la communauté des Béatitudes, voilà, j'ai vécu de belles choses, mais j'ai vécu aussi des choses douloureuses et qui ont déchiré mon cœur. Voilà. Donc, je vous en parlerai peut-être un peu, mais disons qu'au moins un fait marquant dans mon histoire, c'est que j'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans et que voilà, ça a été une blessure qui a ouvert, ça a fait un grand vide en moi. Pardon, Laurence, oui, je ne sais pas si tu as coupé tous les micros. Oui. Non, mais en fait, j'arrive pas à couper les micros. Ah, mince. Donc, certains l'ont fait et je vous en remercie. Et c'est Claire d'Estrée, parce que j'entends des bruits. Est-ce que Claire peut couper son micro? Et PC Maison, Redmi 9T, c'est votre nom qui apparaît à ce nom-là. Et ensuite, j'ai un autre qui est administrateur. Voilà, si vous pouviez au départ bien couper vos micros, comme ça c'est plus simple, même pour vous, si vous êtes quelqu'un vient vous voir, c'est plus confortable pour vous. Merci. Alors, pour couper vos micros, c'est en bas à gauche sur votre écran. Il y a un bouton activer ou désactiver le micro à gauche. Merci Laurence. Donc voilà un peu pour parler de mon enfance. Après, j'ai 2 passions dans la vie. J'en ai plusieurs, mais en tout cas, il y en a 2 qui sont caractéristiques. C'est celle de la musique. J'ai toujours aimé la musique et notamment le chant. Je fais du chant lyrique, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'habite et qui est très important pour moi. Et ensuite, vous voyez en bas un cœur avec une petite croix. C'est pour dire aussi que donc j'ai grandi au sein de la religion catholique. Et je disais toujours, comme je suis, que j'étais comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque
j'ai grandi dans une communauté nouvelle et où voilà, il y avait des liturgies matin, midi, soir. Voilà, donc c'était vraiment un environnement où toute la pensée et le dire et le faire de l'Église étaient très présents et ont marqué mon histoire. Aujourd'hui, j'ai pris du recul. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, ça fait aussi partie de moi et c'est aussi de cette place que je parle. Et puis donc, après avoir été médecin pendant 20 ans, médecin de formation généraliste, et où je me suis spécialisée dans les addictions. Voilà, j'étais médecin addictologue, donc j'ai toujours mon doctorat de médecine et toujours ma capacité d'addictologie. Par contre, j'ai fait le choix de ne plus l'exercer, puisque ce sont des professions réglementées. Et donc, moi, j'avais besoin, envie de travailler plus librement. Donc, en fait, j'ai continué de faire ce que je faisais depuis toujours, c'est-à-dire accompagner des gens au mieux-être, mais d'une autre manière, sans les outils de la prescription médicale, et donc avec les outils de la thérapie, du coaching et de l'art-thérapie, puisque ben voilà, j'ai choisi aussi d'associer mes deux passions qui étaient accompagner l'être humain et puis être tout le côté artistique. Et donc, voilà, en étant thérapeute et artiste, eh ben, j'ai choisi aussi de devenir art-thérapeute. Donc, en fait, c'est vraiment de ce point de vue-là que je vais vous faire mon exposé. Et donc, je vous invite aussi à rentrer dans cet exposé avec un certain état d'esprit. Et donc, c'est des règles du jeu et qui sont aussi les règles du jeu JE. Donc voilà, je vous invite à avoir l'état d'esprit de la visite d'une exposition de peinture. Voilà, vous êtes dans une galerie d'art et l'artiste, c'est moi. Donc en fait, je suis responsable de mes tableaux parce que mes tableaux, ceux que je vous expose là ce soir, ils sont issus de ma vision de la réalité. Donc, j'assume totalement qu'ils sont parfaitement imparfaits. Voilà. Mais ça me tenait à cœur de vous les présenter. Ensuite, vous, de votre côté, vous êtes responsable des émotions que ces peintures, ces tableaux que je vais vous faire provoquent en vous. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? C'est-à-dire que, ben voilà, moi, je vous donne une information, je vous présente quelque chose, et vous, ça vous fait réagir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être responsable de ces émotions? C'est-à-dire, voilà, se demander à soi-même, tiens, je ressens cette émotion, c'est intense, pourquoi est-ce que tout d'un coup, je me sens en colère, ou est-ce que j'ai du dégoût, ou est-ce que, au contraire, ça peut aussi être des émotions agréables. Donc, l'idée, c'est, voilà, interroger vos émotions. Après, ben, voilà, soit vous pourrez réagir en fin d'exposer pour que je puisse éventuellement répondre, soit vous pourrez parler de ça avec une aide extérieure. Voilà, mais c'est important parce que le sujet que je vais aborder, obligatoirement, chez chacun d'entre vous, va susciter des émotions. Et en fait, ces émotions, elles parlent d'abord de vous, pas de ce que moi je dis, en partie, mais ces émotions qui vont peut-être arriver, surgir, elles parlent de vous, de votre histoire. Et c'est important que voilà, vous les preniez comme un symptôme de quelque chose qui se passe en vous. Et donc, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais raconter, parce que c'est ma vision, vous êtes libre de le prendre ou de le refuser. Parce que c'est ça aussi, apprendre à se respecter. Moi, je ne suis pas là pour dire une vérité que je veux imposer aux autres. Non. Je suis là pour exprimer, j'allais dire, ma vérité d'aujourd'hui. Et voilà. Et comment vous qui êtes présente ici avec moi, ben voilà, vous êtes libre de prendre ou de refuser ce que je dis. C'est OK pour moi. Et vous êtes aussi libre de partir ou de rester. Voilà, parce que parfois, si ce que je raconte ou si ce que vous voyez vous fait vivre des émotions trop fortes et que ce n'est pas supportable pour vous,
eh bien voilà, c'est se respecter soi-même que de partir. Voilà. Donc voilà les règles du jeu. Alors, je vais de suite aborder la première partie où j'ai choisi de vous parler de l'importance des mots pour nommer les mots. Parce que voilà, en tant que médecin addictologue, tout d'un seul coup, ça a fait un tilt dans mon esprit. Les mots emprise et abus, on les utilise en addictologie. On dit que quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de stupéfiants. On dit que quelqu'un est dans l'abus d'alcool, l'abus de substances. Voilà. Donc, en fait, ça me paraissait intéressant d'aller regarder qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots et comment ils peuvent éclairer. Donc déjà, abus, avec le verbe abuser. Alors, je ne sais plus si dans la diapo d'après, j'ai mis ce que ça veut dire. Voilà. Il y a Julien qui fait une petite aparté qui dit Oui. de l'importance des mots pour aller chercher les mots. Voilà. Oui, c'est ça, pour aller les chercher aussi. Mm. Tout à fait. Merci à Julien. Et donc, comment abus, le sens du mot abus, l'étymologie du mot abus, c'est un mésusage. Et d'ailleurs, en alcoolologie, en addictologie, on parle d'usage, de mésusage et d'addiction. Et donc avant, on disait abus. Et puis parce que les gens, ils ne comprenaient pas toujours ce que ça voulait dire ce mot, ben voilà, c'est un mauvais usage. Ce qui fait que quand j'ai été abusée, ça veut dire qu'on a fait sur moi un mauvais usage de la sexualité, du pouvoir, de la confiance, voilà. Et que quand j'abuse de quelque chose, je fais un mauvais usage de quelque chose. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. Et pourquoi ça me semblait important de pointer ce mot abus et qui veut dire mésusage, parce qu'il y a parfois des polémiques. On est d'accord, l'abus, c'est un mauvais usage de quelque chose. Et donc, ce fait va engendrer dans la personne, va engendrer en moi différentes réactions, différentes émotions. Et donc, souvent, quand puisqu'on prend l'exemple, surtout ce soir, on aborde les choses sous l'angle de l'abus sexuel. En fait, voilà, on fait un mauvais usage de la sexualité sur moi. Et donc, je peux ressentir de la violence, de la peur, de la douleur. Et si c'est la violence qui prime chez moi, je vais vraiment le vivre comme une agression. Mais ce mauvais usage, je peux aussi, donc, un peu, ça me fait peur, ou ça me fait mal et c'est violent, mais ce qui est le plus en figure, finalement, c'est la confusion, la culpabilité, la honte. Et dans ce cas-là, on va être plus en accord avec le mot abus. Et d'ailleurs, c'est mon cas personnel. Moi, à l'âge de 5 ans, le cousin de mon papa, qui avait 17 ans, je crois, m'a fait des attouchements. Voilà, il me faisait baisser ma culotte et contre de l'argent ou des bonbons, et ben moi, je me laissais faire. Voilà. Et en fait, je ne l'ai jamais vécu comme une agression, même si en fait, il y avait une effraction. Finalement, c'était une agression, il y avait une effraction de mon intimité. Mais chez moi, en tout cas, ça a entraîné énormément de confusion, de savoir qu'est-ce qui était juste, pas juste. Je me suis sentie coupable après j'avais 5 ans, donc j'étais pas responsable, en tout cas, j'étais pas coupable de quelque chose. Mais moi, ça me faisait de la culpabilité. Quand je repense à ça, je me vois un peu comme une prostituée. Il y a quelqu'un qui parle de dégoût. Oui, aussi. Merci. Merci de rajouter dégoût. Et donc, vous voyez comment, en fait, une même action, suivant comment on la vit, peut être vécue plutôt comme une agression et plutôt comme un abus. Et donc, moi, je trouve
dommage parfois que certaines personnes revendiquent le mot agression, d'autres revendiquent le mot abus. Certains pensent que le mot abus, c'est minimisé. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de regarder les choses de cette manière pour qu'on se rende compte aussi qu'en réalité, on parle de la même chose. Et quand quelqu'un utilise un mot plutôt qu'un autre, c'est important de se demander pourquoi il utilise ce mot, quel sens il lui donne, et de ne pas non plus vouloir que tout le monde utilise le même mot que nous. C'est OK, c'est correct d'employer des mots différents pour parler de la même chose. Et donc, voilà, je voulais revenir sur cette notion d'usage et de mésusage, et donc d'abus. Et pour moi, en tout cas, je vois un intérêt à regarder les choses en termes d'abus plutôt que d'agression, même si je ne conteste pas l'agression. Un abus, il y a aussi un côté agressif dedans. Mais pourquoi? Parce que, en fait, quand on a été abusé sexuellement, on a subi un abus de pouvoir, un abus de confiance, un abus de faiblesse, comme on en a souffert, on a tendance à tout rejeter. Et donc, on va rejeter la sexualité, on va rejeter le pouvoir, on va plus vouloir faire confiance et on pense que la faiblesse, c'est vraiment la dernière des choses à avoir dans sa vie. Et donc, quand on prend conscience qu'en fait, j'ai été victime d'un mésusage de la sexualité, eh bien, en fait, ça vient sous-entendre que la sexualité peut aussi être bonne et qu'on peut en faire bon usage. Et en réalité, la sexualité, le pouvoir, la confiance et aussi la faiblesse, la vulnérabilité, ça fait partie de la vie et c'est utile. Voilà, et c'est bon. Et suivant les contextes, voilà. Et c'est pour ça, donc vous voyez, l'usage n'est pas le mésusage. C'est pas parce que je fais un acte qu'il est automatiquement mauvais. Si je bois un verre d'alcool, je ne suis pas dans le mésusage. Sauf peut-être en fonction de mon âge, de tout un tas de critères. Et la frontière entre l'usage et le mésusage, elle est floue. Elle est floue, c'est-à-dire elle n'est pas rigide. Alors ça, c'est un terme de la systémie. Il y a des frontières rigides, fermées, où en fait, il n'y a rien qui passe. Et puis, il y a des frontières floues. Et donc, la limite, elle est fluctuante en fonction du contexte. Et donc, c'est la même chose que dans les addictions. C'est quelqu'un qui est dans l'usage et puis qui va entrer dans le mésusage d'alcool ou de tabac ou de drogue. La frontière est floue. Et on n'est pas en capacité de dire c'est tant de verres, tant de cigarettes. Voilà, ça va dépendre de tout un tas de choses que nous verrons plus tard. Et donc, je pense aussi que dans les abus de pouvoir, les abus sexuels, la frontière est floue également et ce n'est pas toujours évident à définir. D'où parfois justement la confusion qui vient à l'intérieur de nous et on a besoin en fait de clarté. Voilà. Et puis, la limite, elle va être définie par la loi, elle va être définie par ce que moi je veux, voilà. Elle va être définie par tout un tas de choses. Mais je crois vraiment qu'il n'y a jamais de frontière. C'est à un endroit et ça ne bouge pas. Voilà. Après, donc, les mots emprise, dépendance, addiction. Parce que je les ai regroupés parce qu'ils vibrent un peu tous la même chose. Donc déjà, le mot emprise, ça vient, l'étymologie, c'est prendre. Donc en fait, on est d'accord, comme tout à l'heure, que prendre, ce n'est pas en soi quelque chose de négatif. Donc en fait, on verra tout à l'heure, il y a la bonne emprise et le mésusage de l'emprise, la mauvaise emprise. Ensuite, le mot dépendance. Et alors là, j'ai été surprise parce que j'ai fait une découverte.
en cherchant l'étymologie du mot dépendance, on est tous d'accord que pour nous, la dépendance, c'est le fait d'être en lien avec quelque chose et que c'est le fait d'être attaché, rattaché. Et donc, alors que dans l'étymologie, la dépendance, ça vient du latin et de dépendre. C'est-à-dire, on coupait la corde des pendus. Et donc, finalement, c'est un peu l'étymologie première du mot dépendre. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle est plutôt à l'inverse du sens qu'on lui donne maintenant au mot dépendance. Et donc, pareil, on verra tout à l'heure qu'il y a une saine dépendance. Et voilà. Et puis, le mot addiction, qui est arrivé dans le paysage assez récemment, en tout cas de la dictologie, puisqu'avant, on parlait des dépendances, dépendance à l'alcool, dépendance au tabac. Et puis, aujourd'hui, les addictologues préfèrent le mot addiction. Alors, il y en a plein qui disent, oh là là, c'est un anglicisme, nous saoulent les Anglais, là, à mettre leurs mots partout. Et en réalité, moi, je lui trouve un intérêt à ce mot addiction, parce qu'il vient du latin, et il veut dire addicere. Et en fait, il vient de l'esclavage. C'est-à-dire que les esclaves n'avaient pas de nom, et quand ils appartenaient à quelqu'un, ils étaient addicere, c'est-à-dire qu'on leur donnait le nom de leur propriétaire. Et il y avait la notion de contrainte par corps, c'est-à-dire quand j'avais une dette envers quelqu'un, et bien en fait, si je n'étais pas en capacité de rembourser ma dette, je la remboursais avec ma propre personne et je devenais esclave de cette personne. Et donc, pour moi, le terme d'addiction, il comporte vraiment quelque chose de plus fort que la dépendance et qui vient bien, à mon avis, qui éclaire autrement et de manière plus utile ce que les personnes qui souffrent d'addiction peuvent vivre. Et donc là, c'est pareil. Dans tous ces mots qu'on a vus, là, emprise, dépendance, il y a l'usage et le mésusage. Donc, en fait, il existe une saine emprise. C'est-à-dire que avoir du pouvoir sur l'autre, avoir de l'autorité sur l'autre, ou l'inspirer, parce que quand quelqu'un m'inspire, en fait, il m'embarque. Voilà. Donc, et ça, on est dans un bon usage. En tout cas, on peut en faire un bon usage. Et en même temps, voilà, il y a une frontière où tout ce que je vais mettre en place pour avoir de l'emprise sur l'autre, mais en fait, voilà, je vais franchir une limite et là, on va rentrer dans le mésusage et je vais faire effraction chez l'autre. Il y a Julien qui fait une petite remarque. Alors justement, comme c'est un bon... Voilà, il écrit « Je dépends de ma femme et en suis plutôt content. Peut-être que cette bonne dépendance a fait que je ne suis jamais pendue. » Que je ne me suis jamais pendue, que je ne me suis jamais pendue. Voilà. Merci. Oui. Merci pour ces interactions. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez, comment nous sommes, enfin, ça c'est aussi la vision systémique, nous sommes des êtres de relation. Nous n'existons que dans la relation. On le verra tout à l'heure, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation plus grand que soi. Mais voilà, tout est relation. Et donc, automatiquement, on va dépendre de cette relation. Et donc, il existe effectivement une saine dépendance. Et pareil, quand je suis enfant, je dépends de mes parents complètement. Je ne peux survivre que parce que je dépends de mes parents. Et c'est sain. Par contre, à l'âge adulte, si je suis toujours dans cette même dépendance où j'étais enfant, où ils me font à manger, c'est eux qui prennent les décisions pour moi. Voilà. Donc, à moins que je ne sois pas en capacité moi-même de le faire en tant qu'adulte, là, je ne suis plus dans une saine dépendance. Je suis dans une dépendance de mes parents. Et vous voyez que finalement, la notion d'usage et de mésusage, elle va aussi dépendre du contexte
et qu'il n'y a pas, c'est pas sur des actes précis qu'on va regarder s'il y a dépendance ou pas, c'est plutôt sur la quantité, l'intensité. Et donc, moi, j'aime bien aussi ce mot de interdépendance. C'est-à-dire, je dépends de toi, tu dépends de moi. Voilà. Et pour certaines choses, je suis dépendante de toi, pour d'autres, je suis autonome. Pour d'autres, tu dépends de moi, et pour d'autres, tu es autonome. Et voilà, l'important, c'est qu'il y ait un juste équilibre de tout ça. Sinon, on est dans le mésusage et on est dans la dépendance, dans l'emprise ou dans l'addiction. Alors, puisque j'ai parlé de l'addiction et que c'est mon corps de métier, en tout cas, c'était mon corps de métier pendant de nombreuses années, voilà comment la médecine actuellement définit l'addiction. L'addiction, c'est un besoin irrépressible, donc que la personne ne peut pas s'empêcher de faire, de consommer un produit ou de réaliser un comportement. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est indépendant de la personne et qui est très fort. C'est plus qu'une envie, voilà. Et la personne, elle continue ce comportement de consommer ou je sais pas, d'acheter ou de faire confiance ou de fréquenter une personne, voilà, malgré l'accumulation des dommages. Voilà. Les personnes qui sont dans la dépendance, dans l'addiction à l'alcool, continuent de consommer des litres d'alcool alors qu'ils ont perdu leur permis, perdu leur travail, perdu leur femme, perdu leurs amis. Voilà. Et malgré tous ces dommages, ils continuent à consommer. Et en réalité, ces signes-là au niveau médical, nous permettent de poser le diagnostic d'addiction. Et donc, on va aller explorer un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on accumule, les dommages s'accumulent et que ça ne provoque pas de prise de conscience chez la personne? C'est terrible. On voit quelqu'un perdre son permis ou être mal, et la personne, elle continue de boire, elle reste avec une personne toxique sur elle. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ces comportements-là qui semblent irraisonnables? Et donc là, je trouvais intéressant de vous partager la parabole de la grenouille. Parce que c'est pour montrer que voilà, les choses, elles arrivent petit à petit et ça implique voilà, qu'on n'a pas forcément conscience des dommages qui s'accumulent et qu'on s'habitue à ces dommages. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, si on plongeait une grenouille directement dans l'eau bouillante, elle partirait en sautant parce que l'eau est bouillante et donc elle n'a pas envie d'être ébouillantée, la grenouille, donc pouf, elle saute, elle sort. On ne sait pas si c'est vrai, c'est une hypothèse. Par contre, si on plonge une grenouille dans l'eau froide ou une eau tiède, ben la grenouille, elle nage tranquille, elle est bien, elle est dans son élément. Et puis, elle ne se rend pas compte qu'en fait, il y a du feu sous la casserole et que petit à petit, l'eau est en train de commencer à bouillir et que ça va la cuire. Et donc, pourquoi elle ne saute pas à ce moment-là? Ben parce qu'en fait, elle est tout engourdie et qu'elle perd ses réflexes au fur et à mesure. Voilà. Et donc, ben, c'est exactement ce qui se passe dans les phénomènes de dépendance et d'addiction et aussi dans les phénomènes d'emprise. Voilà. Parce que, et donc ça, c'est... Voilà, je pense que dans le phénomène d'emprise, oui, il y a des choses... Comment? La personne qui est sous emprise, elle va ressentir n'est pas juste, n'est pas adapté ou est désagréable. Et en fait, Excusez-moi, je vais intervenir parce que j'arrive. Est-ce que Claire Destré est parmi nous? Oui, je ne sais pas pourquoi ça s'allume mon micro. En fait, vous n'avez pas coupé votre micro. Donc, en bas à gauche, coupez votre micro parce qu'on vous entend. Et voilà, merci. Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup. Merci Laurence et merci Claire. Je disais, voilà, la personne qui est comme la grenouille, voilà, soit elle consomme de l'alcool, soit elle est au contact d'une personne. Et voilà, en fait, elle est comme un poisson dans l'eau au début. Et elle a beaucoup d'avantages.
Et donc, comme il y a des avantages, elle ne se rend pas compte que, voilà, il y a des petits inconvénients qui commencent à surgir à droite, à gauche. Et puis voilà, comme l'eau, elle continue à chauffer, mais de plus en plus fort, mais tout doucement, ben voilà, elle s'engourdit et elle perd ses réflexes et ses capacités. Attendez, voilà. Et donc, voilà, ce qui est important à comprendre, d'abord, c'est que l'addiction, donc la dépendance, l'emprise, quand c'est une maladie, parce que voilà, je peux être sous emprise. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une bonne emprise, une saine emprise. Par contre, voilà, il y a aussi des emprises qui sont malsaines. Et donc, quand je suis enfermée là-dedans, c'est vraiment, d'un point de vue médical, c'est une maladie. Et qu'est-ce que c'est une maladie? C'est un mal qui se dit. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi que je trouve important. C'est un mal qui se dit. Et donc, l'addiction, qui est une maladie, elle est indépendante de la volonté consciente. Parce que pendant longtemps, pendant très longtemps, en addictologie, on a pensé que arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter un comportement addictif, c'était une question de volonté. Et on faisait le postulat que si je veux, je peux. Et donc, on n'aidait que les gens qui étaient capables, et en disant aux autres, ben, puisque vous ne voulez pas, eh ben, ciao. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, mais en fait, que ça, c'est les connaissances en neurosciences qui nous ont apporté ça, c'est que voilà, chez l'être humain, qui c'est qui a le pouvoir, qui c'est qui décide de la majorité de nos actions et surtout de nos réactions aux choses, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, ben, si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas de bêtises, c'est Freud qui a mis en évidence l'inconscient. Et si je voulais et donc, il faut vraiment prendre conscience, c'est le cas de le dire, qu'il y a une partie, tout ce qui gère mon faire quotidien, la majorité de mes actions, c'est à plus de 80%, 90%, mon inconscient, c'est-à-dire des programmes qui se sont mis en place dans le cerveau pour réguler de manière fluide le quotidien. Parce que vous pensez bien qu'on ne peut pas consciemment, chaque jour, penser à réguler sa température, son rythme cardiaque. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là, elles sont en automatique chez nous. Et au niveau d'actions plus, un peu différente, qui va être la manière dont je parle à quelqu'un, dont je communique avec quelqu'un. Voilà. Mais en fait, depuis l'enfance, dans mon enfance, je baigne dans un certain climat et je me suis adaptée à ce climat. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? C'est qu'il va se programmer dans l'enfance, il va s'adapter en fonction de son contexte et il va mettre des programmes au point. Et ces programmes, ils sont vraiment ancrés profondément chez nous. Et en fait, ce sont ces programmes qui régissent la majorité de nos actions et que je pourrais dire plutôt de nos réactions. Quand je suis confrontée à la peur, hop, je vais réagir. Et je vais réagir en fonction de comment j'ai appris. Et le comment j'ai appris vient de comment je me suis construit dans l'enfance. En tout cas, dans la plus grande part. Et donc, voilà, j'ai beau avoir la volonté consciente de dire non à un comportement, ma conscience, en conscience, je veux arrêter de fumer, en conscience, je veux arrêter de boire, en conscience, je veux me sortir d'une relation toxique, je veux me sortir d'une relation de dépendance. Attention, s'il vous plaît. Afin de fluidifier le passage en caisse, nous vous demandons de bien Claire, on vous entend, s'il vous plaît. C'est pas elle, ce n'est pas Claire qu'on entend, c'est le bruit qu'il y a autour d'elle. Oui, peut-être, mais en tout cas, ça vient du micro de chez Claire. Et je ne sais pas comment moi, je dois pouvoir avoir la main, mais je sais pas. Mais voilà, ça y est, c'est réglé. C'est réglé, je pense.
Et alors, vu que, en fait, il y a une petite question, donc, parce que Oui. donc, tu parlais que la volonté, c'est 10 ou 20% et le reste, c'est l'inconscient. Mais alors, que peut-on faire si une personne ne veut même pas se faire soigner? Voilà, qu'il n'y a pas du tout de volonté. Alors, en fait, mais je pense que je vais… On en parlera peut-être plus tard, tu Voilà, me dis. non, mais je vais faire le lien avec ce que j'allais dire. Voilà, ok, merci Parce que, en Elisabeth. fait, nos actions, elles reposent principalement sur nos besoins. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être soulagée d'un stress, j'ai besoin de me sentir réconfortée, j'ai besoin de me sentir du pouvoir, j'ai besoin, voilà. Et en fait, tout ça, on a mis en place des comportements. Et donc, notre inconscient, il est tout programmé, et à chaque fois qu'on a un besoin, derrière, comme on a fait une certaine action pendant des années, quand on était enfant et adolescent, c'est automatique, et donc action, réaction. Donc, il se passe un événement, et pouf, en quelques millièmes de seconde, hop, je vais réagir. Parce que, l'inconscient, il est là, enfin, notre cerveau, il est là pour notre survie, il est là pour qu'on s'adapte, et lui, il va à l'économie d'énergie. Donc, et puis, voilà, alors que l'inconnu lui fait peur, lui demande beaucoup d'énergie pour changer, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, il y a une résistance au changement. Et donc, la personne, elle a beau vouloir, parfois, bien souvent, elle ne peut pas. Parce qu'elle est trop habituée de combler ses besoins d'une certaine manière. Et donc, c'est important quand quelqu'un nous dit « je ne veux pas faire telle ou telle chose », de le ramener à son besoin et en fait de lui dire « mais en fait, tu veux pas ou tu as tel comportement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi tu agis ainsi ?» Et déjà, c'est l'amener à elle-même se poser la question, parce que souvent, on ne se pose pas ce genre de questions. C'est comme ça. On boit, point. On fait telle chose, on achète, on achète 10 000 paires de chaussures et on achète 10 000 paires de chaussures, point. Voilà, on ne se pose pas toujours la question de pourquoi on fait ça, à quoi ça nous sert. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, voilà, il y a ma volonté consciente, elle dit non à quelque chose, mais en fait, il y a tout mon inconscient qui a un poids énorme et qui lui dit oui au comportement. Et donc, en fait, on est dépendant de notre inconscient, en tout cas de la manière dont il a été programmé. Et donc, on se croit souvent libre. Voilà, moi, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dépendant de toutes nos programmations. Et que, est-on si libre que ça? Et donc, on est passé au mécanisme de l'addiction. Attendez. Voilà. Il y a des petites remarques, puisqu'on peut faire une Oui. petite pause. Donc, il y a donc, par rapport, certes, mais pourquoi pas avec tout le monde alors? Pourquoi? Alors ça, c'est la personne qui avait posé la question sur comment expliquer la communication dans laquelle on a baigné ne soit pas la même avec tout son entourage. Est-ce que tu veux que je répète? Comment expliquer la communication dans laquelle on a baigné ne soit pas la même avec tout son entourage? Alors, cette question aurait besoin d'être précisée, c'est-à-dire est-ce que c'est l'entourage actuel ou l'entourage ancien? C'est ça. Alors, moi, ce que je propose à la personne qui a Donc, PC maison. cette question, c'est que soit elle est présente et on peut en reparler à la fin, elle est présente jusqu'à la fin et on peut en reparler et je vais prendre le temps d'interagir pour mieux comprendre sa question. Et sinon, ben, voilà, je suis joignable par mail, par message, voilà. Donc, je suis à disposition pour en reparler, il n'y a aucun souci. Tout simplement ancien. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, c'était tout à fait par rapport à la situation de dépendance, à savoir que
si une personne a une grande blessure, comment se fait-il qu'une personne n'ait pas forcément la même communication par rapport à tout son entourage? Alors, j'essaye de voir si je comprends bien, moi, ce que vous êtes en train de me dire. Comment? On a un entourage qui aurait vécu dans un même contexte. Il y en a un qui va être blessé, l'autre pas, c'est ça ou... Non, c'est un entourage, c'est-à-dire qu'on est dans un entourage, on a vécu des choses comme vous dans l'entourage familial, dans l'enfance. Ensuite, il y a une période, parce qu'on ne connaît pas tout, là, vous ne savez pas tout expliquer, il y a une période où on va peut-être vivre des choses difficiles et si on a ce besoin, comme tout le monde, d'être aimé, reconnu, etc., à un moment donné, s'il y a par exemple une dépendance à l'alcool, une dépendance à autre chose ou une dépendance à personne, à un moment donné, pourquoi seulement un objet, une personne, pourquoi ne pas rechercher à ce moment-là vis-à-vis de tout son entourage cette dépendance affective? Pourquoi il y a un choix? Oui, alors c'est Et pourquoi, la deuxième question, c'était pourquoi, puisque la personne veut qu'elle est consciente, comment faire pour aider une personne qui est consciente, qui voudrait, en théorie, puisque c'est ce qu'elle dit, et comment faire si elle n'écoute pas et quel conseil quel conseil apporter? Comment réagir? Comment faire? Eh bien, je dirais que la première chose, en tout cas, que je fais moi en tant qu'addictologue et en tant que thérapeute, déjà, c'est que avant de lui donner un conseil ou de lui dire pourquoi changer, comment changer, c'est déjà de m'assurer, enfin de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, pourquoi elle a mis ça en place, qu'est-ce que ça lui fait, et de l'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Et on va le voir tout à l'heure, mais en fait, tant que la personne n'a pas pris conscience de la situation, et si elle se sent un peu dans l'injonction, en fait, elle va rentrer Dans son cocon. dans son cocon et Il y a un dialogue. elle va verrouiller. Donc, la première chose, et ça, on le verra dans la troisième partie, c'est vraiment l'ouverture et l'accueil inconditionnel de ce qui est. Et ensuite, mais tant que la personne, elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle ne se sent pas reconnue dans ce qu'elle vit, voilà, et qu'elle a l'impression qu'on veut d'abord la changer, eh bien, en fait, c'est compliqué pour elle et donc elle va se rétracter et se mettre en mode soit inhibition, soit attaque. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, oui. Voilà. Mais Après, on verra plus loin dans l'exposé. Exactement. Merci à vous. Donc là, on va passer dans la deuxième partie où on va regarder comment ça se fait, pourquoi on en arrive comme ça à être dépendant ou sous emprise. Et donc, voilà, en addictologie, aujourd'hui, le regard qu'on a, et donc ça, c'est Loewenstein qui a mis en place, voilà, on appelle ça le triangle de Loewenstein et qui résume le mécanisme de l'addiction, c'est que l'addiction, c'est la rencontre entre trois choses. Un individu, un produit, un contexte. Et en fonction de l'individu, en fonction du produit, en fonction du contexte, on va avoir une probabilité plus ou moins grande de rentrer dans l'addiction et d'y rester enfermé. Et donc, voilà, l'individu, ça va dépendre de ses caractéristiques, de sa vulnérabilité, parfois de facteurs génétiques. Voilà, on dit beaucoup, ça dépend de la vulnérabilité de l'individu, c'est-à-dire, vous voyez, on ne parle pas de faiblesse, on parle de vulnérabilité. Et ça dépend de tout un tas de facteurs. Ensuite, les choses, ça va dépendre aussi du produit. Au niveau addictologique, plus un produit, c'est encore des mots dérivés de l'anglais, mais on parle du high et du speed. Plus un produit a une action intense, nous fait vivre quelque chose d'intense, plus il nous fait vivre quelque chose d'intense de manière rapide, et plus c'est addictif. Donc, le produit en lui-même, tout seul, ne suffit pas
pour rentrer dans l'addiction. Et c'est-à-dire que si on regarde que dans l'emprise, ce n'est pas un produit, mais un autre individu, un individu manipulateur avec un certain charisme et tout ça ne suffit pas pour rentrer dans l'emprise. C'est vraiment l'individu à lui seul, il n'a pas ce pouvoir. Il a certains pouvoirs, mais pas tous. Et donc, c'est vraiment la caractéristique du produit ou de l'individu qui, lui, a le pouvoir, en fait. C'est toutes ces caractéristiques, plus l'individu concerné, soit celui qui consomme un produit, soit celui qui, j'allais dire, est dans la relation avec une autre personne. Et tout ça dans un contexte particulier. Et en fait, c'est tout ça qui a à risque d'addiction et suivant. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il y a plein de facteurs et que c'est pas du tout linéaire ni binaire. Il s'est passé telle chose, hop, je suis dépendant ou je suis accro. Non, c'est un tout. Et c'est ça, en fait, aussi ce qu'on appelle l'approche systémique. Et donc, parce que voilà, avant, il y a des années en arrière, mais après, c'est encore une vision qu'on peut avoir, nous, dans notre vie, parce qu'elle dure depuis des années. On a une vision linéaire des choses et binaire. Bien, mal, bon, mauvais, voilà. Et puis, avec l'idée que ça doit être strict entre les deux. Et avec cette idée qu'une cause égale un effet, et un effet provient d'une cause. Et ça, on nous demande si l'alimentation peut rentrer dans l'addiction. Ah, mais complètement. Donc oui, mais... Alors, l'addiction, enfin, les troubles de l'alimentation, par exemple, enfin, il y a certains types d'anorexie où là, c'est un peu différent et... Enfin, voilà, ou certains troubles boulimiques, ça peut être plus psychiatrique, j'allais dire. Mais le rapport à l'alimentation, oui, l'alimentation, on fait un abus, un mésusage de l'alimentation, et puis on peut vraiment rentrer dans une dépendance alimentaire. Donc, tout à fait, en tout cas, dans mon métier, j'ai accompagné plusieurs personnes qui venaient pour des troubles alimentaires et dont elles se sentaient dépendantes. Donc, on a souvent, voilà, dans notre idée, une cause, un effet. Et les gens arrivent en consultation en disant, voilà, je bois depuis que. Il s'est passé tel événement dans ma vie, donc depuis, je bois. Et ça, c'est leur vision, leur construction. Donc, déjà, c'est important de la respecter, mais c'est aussi, voilà, important aussi de leur montrer qu'il existe une autre vision et qui est celle et qui me paraît plus juste, en tout cas à moi. C'est-à-dire que, voilà, et en tout cas, ça, c'est des postulats en systémique, en approche systémique. Une même cause peut avoir plusieurs effets possibles. Par exemple, mon père boit, mes parents boivent, et on est 2 enfants identiques, 2 jumeaux, par exemple. Mais en fait, il y en a un qui ne boira jamais une goutte d'alcool, et l'autre qui va devenir dépendant lui aussi à l'alcool. Et peut-être un troisième qui aura un usage classique d'alcool, considéré comme normal. Donc, une même cause peut avoir plusieurs effets possibles. Et un effet précis peut avoir plusieurs causes. Par exemple, je suis en colère. Mais en fait, je suis en colère peut-être parce que j'ai faim, peut-être parce que quelqu'un m'a mal parlé, ou peut-être parce que je n'arrive pas à faire quelque chose que j'aimerais faire. Voilà. Et puis, il peut y avoir plein de causes, et au final, ces causes différentes, elles provoquent chez moi la même chose, de la colère. Donc, vous voyez... À un moment, Elisabeth, tu as parlé de génétique, et donc il y a une personne qui s'interroge sur le côté génétique. Est-ce que tu vas y revenir? Alors, je ne vais pas y revenir, donc... alors, j'ai mal... oui, alors génétique, ça veut dire que c'est présent, enfin, on considère que c'est présent à la naissance, c'est-à-dire que
Par exemple, les populations amérindiennes, il leur manque dans leur gène la capacité de synthétiser la molécule qui donne l'effet antabuse. Quand on boit trop d'alcool, au bout d'un moment, en fait, de façon normale, et que c'est la première fois qu'on en boit, à partir d'une certaine dose, on est écœuré, on a du dégoût. On appelle ça l'effet antabuse. Et donc, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, n'ont pas ce gène. Et donc, eux, ils vont boire jusqu'à plus soif et jusqu'au coma. Donc, c'est pour donner un exemple. Mais là, ça va être... Il y a une vulnérabilité qui est liée au gène. Par contre, jusqu'à maintenant, on n'a pas de notion d'hérédité génétique. C'est-à-dire il n'y a pas de gène qui se transmettent. Le gène de l'alcoolisme, jusqu'à maintenant, n'existe pas. Par contre, ce qu'on transmet, c'est des habitudes. Voilà, et donc on peut... Des habitudes alimentaires, des habitudes... Voilà, et ça, par contre, on peut les... Ça se transmet de génération en génération. Mais ce n'est pas héréditaire au sens médical. Donc, la personne valide, en fait. Voilà, elle a bien compris. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, ça, pour donner une image, quand on a une vision binaire et linéaire, et ça, c'est une approche qui est aussi parfois une approche thérapeutique, hein, mais on va se concentrer, on va fixer toute l'attention sur ce qui se passe entre deux personnes, ou ce qui se passe entre une personne et un produit. Et puis, on va se questionner et on va... voilà. Et en même temps, cette manière de faire est un peu limitée et limitante. Et dans l'approche systémique, ben voilà, on va toujours tenir compte de ce qui se passe entre les deux personnes, entre la personne et un produit, mais on va considérer que cette interaction entre deux personnes, elle s'intègre dans un système plus vaste. Et donc, l'idée, c'est que chaque élément du système est en dépendance, en interdépendance et influe sur le reste. Il y a un équilibre qui se passe. Et dans la vie, ça c'est une loi physique en fait, tout tend à l'homéostasie et à l'équilibre des forces. Et donc l'idée en systémie, c'est d'aller interroger, c'est élargir le champ des possibles. Et quand on n'arrive pas à résoudre l'équation à un petit niveau, en fait, on va élargir le champ, on va regarder les choses par en haut, par en bas, par derrière. Voilà, on élargit le champ et on va se poser des questions. Et on va regarder que, comme on disait tout à l'heure, telle cause peut provenir de... Enfin, tel effet peut avoir pour origine plusieurs causes et que si par exemple, le monsieur réagit d'une manière, ça vient aussi parler de la manière dont agissait son père, voire son arrière-grand-père. C'est là qu'on rentre peut-être aussi dans le transgénérationnel. Ça vient aussi de là où il a été élevé, sa culture, sa religion. Voilà. Et finalement, on élargit pour, en fait, augmenter on complexifie le système, mais l'idée, ce n'est pas de le rendre plus complexe, c'est d'augmenter le nombre de solutions. Donc là, ça c'était pour résumer un peu, pour présenter succinctement les mécanismes de l'addiction. Donc, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a... Donc, j'ai posé... Là, il y a eu... par exemple, là, tout dernièrement, les psys disent que rien n'est jamais perdu avec le suivi. Alors, pareil, est-ce que c'est très clair? Peut-être le suivi de génération en génération, c'est ça, je pense que la personne veut dire. Non? Oui, tout à fait. Voilà, le suivi. On n'est pas conditionné, c'est pas parce qu'on est dans un milieu familial, si la personne veut s'en sortir, qu'il y a toujours des aides possibles et on peut toujours aller mieux et aller vers le mieux. On a des cas de résilience qui sont assez incroyables et des personnes qui ont vécu des enfers, vraiment, qui s'en sortent très, très bien et qui sont, entre guillemets, tout amour avec les autres, c'est-à-dire qui ne se comportent, entre guillemets, normalement sans aller chercher des manques par rapport à leur passé.
Merci pour cette intervention. Je ne, à part PC Maison, je ne sais pas quel est votre prénom, mais je vous remercie. C'est la même personne que tout à l'heure, en fait. Voilà. Et j'avais bien compris. Voilà. Et justement, ben, vous voyez, ça me permet de faire le lien avec ce que cette personne vient de dire et qui est aussi ce que je crois profondément, c'est qu'en réalité, il n'existe pas d'impasse. Il y a impasse quelque part si on choisit d'y rester, en sachant que vous avez bien compris tout à l'heure que je vous ai dit que nos choix sont conditionnés par notre inconscient. Et que, en tout cas, c'est l'approche aussi, que ce soit en gestalt ou en systémie, c'est le tout est possible. Après, tout ne va pas arriver, mais voilà. Et qu'il y a à ouvrir le champ des possibles. Et donc, vraiment, là, les clés que je vais vous présenter, voilà, c'est pour permettre à ceux qui se sentent coincés, enfermés et qui ne voient pas comment s'en sortir, voilà, et que les clés que certains leur ont données n'ont pas été efficaces pour eux. Et donc là, ben, je vais vous présenter des clés qu'on utilise en addictologie avec les patients. Et puis, c'est des clés aussi que j'ai utilisées moi-même. Et donc, j'allais dire… Donc, on a déjà depuis 1 heure, hein, juste voilà. pour tenir à peu Mais près le y a temps, pas de Elisabeth, souci. on a 1h05 là. Je suis dans mon timing prévu pour moi. Et vous voyez, quelque part, l'idée, ce n'est pas juste de sortir d'une impasse ou sortir, pardonnez-moi l'expression, ou sortir de la mouise, parce qu'en soi, ce n'est pas intéressant. Et puis, ben, en plus, ce n'est pas parce qu'on en sort, si on reste en l'état, ben, on a le risque aussi d'y retourner, d'y revenir. Et donc, je vais aussi vous donner des clés pour pouvoir se réparer. Et vous voyez, je n'utilise pas le terme guérir. Pourquoi? Je pense que vouloir guérir, c'est une illusion. Et c'est, de mon point de vue, c'est impossible de guérir. Alors, c'est possible peut-être dans certains cas, mais guérir, ça veut dire revenir à l'état antérieur, à la bonne santé quelque part. Donc, en réalité, si je suis blessée à l'origine, je ne peux pas, je n'ai aucun intérêt à revenir à l'état antérieur et je ne peux pas guérir puisqu'en fait, je n'ai jamais été dans un état de base sain finalement. Et donc moi, je préfère l'idée, et d'ailleurs, j'ai choisi d'être médecin pour soigner des gens et pas pour les guérir. Depuis toujours, j'ai à cœur de soigner, prendre soin, réparer, restaurer. Mais je n'ai pas la prétention de guérir. Parce que pour moi, on ne guérit pas, on va en permanence vers quelque chose de nouveau. Et on est en permanence en train de restaurer. C'est-à-dire, on fait du neuf avec de l'ancien. Et voilà, parce que dans la notion de réparer, il y a peut-être aussi cette idée de réparer à l'identique. Et c'est pour ça que moi, je préfère le mot restauration, qui tient compte de l'ancien et en même temps qui le modernise. Et donc, Julien est d'accord avec toi puisqu'il dit qu'on ne guérit jamais de son enfance. Merci, Julien. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, c'est merci, c'est OK. Et s'il y a des gens qui sont en désaccord, c'est OK aussi. Parce que tout est histoire de point de vue et de où je me place, où je regarde et ce que je vois en fonction de ma réalité, de ma vie. Et donc, voilà, les clés pour sortir de l'impasse. Donc, peut-être vous ne vous attendiez pas à ça, mais on est finalement pour prendre en soin, parce qu'il y a un mot aussi terrible qu'on utilise en addictologie, dans les papiers officiels, on parle de prise en charge. Et il y a pas mal de patients qui ont dit prise en charge, on a vraiment l'impression d'être des boulets, quoi. Et donc, voilà, je prends soin aussi des mots. Et donc, voilà, la prise en soin des abus et des addictions, et bien en fait, voilà, puisqu'on sait que c'est multicausal, et bien on va aller pour réparer ou pour modifier ce système, on va aller dans plusieurs directions.
Et c'est pour ça qu'en addictologie, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Et qu'il y a plusieurs intervenants et que chacun agit là où il a sa compétence. Et puis parce qu'un même individu n'a pas le pouvoir d'agir à tous les endroits en même temps. Et donc, pour accompagner quelqu'un qui a un problème d'alcool, de dépendance, on va agir sur le produit, on va avoir des actions vers l'individu pour l'aider à gagner en force, en capacité. Et puis, on peut aussi agir sur le contexte. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, dans mon métier, j'avais l'habitude de recevoir les couples, les familles, et ça, c'est l'approche systémique de faire des entretiens familiaux, parce que voilà, l'individu n'est pas isolé, il est dans un contexte. Et que si on change un paramètre du système, c'est tout le système qui change. Et souvent, quand une personne choisit d'arrêter de consommer, de boire, en fait, sa famille, son entourage lui fait une injonction inconsciente, j'allais dire paradoxale. C'est-à-dire, elle lui dit « change », c'est-à-dire « arrête de boire », mais surtout ne change pas, reste le même. Ferme ta bouche, enfin voilà. Et il faudrait, et ce qui est compliqué, c'est que quand la personne arrête de boire, mais en fait, son caractère peut changer. Elle était dépendante et elle va aller vers plus d'autonomie. Et là, tout d'un seul coup, la famille, ça tiraille. Et donc, parfois, voilà, on va dire à l'autre, disons, c'était mieux quand tu buvais ou c'était mieux quand tu fumais, parce qu'on avait notre petit équilibre. Et donc, si on ne prend pas en compte le contexte de la personne et qu'on n'essaie pas d'amener de l'air, d'élargir et d'amener de nouveaux possibles, et la personne, elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à changer son comportement. Pareil, on va agir au niveau du produit. Et là, voilà, c'est quelque chose qui me paraît important aussi. Donc, dans les phénomènes d'emprise, on va agir au niveau de l'individu qui a le comportement que certains appellent le prédateur, le pervers, voilà. Mais en sachant que la personne... Et donc, il y a des actions à poser. Et pendant longtemps, en addictologie, on pensait que la solution au problème d'alcool, c'était la cure de désintoxication. Voilà. On éradique le problème, on éradique le produit et tout est réglé. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que là où il y a un problème, c'est dans la relation entre l'individu et le produit. Et qu'on aura beau éradiquer le produit, si, j'allais dire, si on ne traite pas le problème de l'individu, à un moment ou à un autre, il va revenir au produit. Et c'est la même chose, par exemple, pour les femmes victimes de violences. Il y a vraiment quelque chose de... C'est la relation, en fait, qui est toxique et qui est malsaine. Ce n'est pas la personne en elle-même, mais c'est ce qui se passe dans la relation, en fonction des positionnements de chacun, qui est perverse et qui est malsaine. Et donc, si vous sortez une femme battue de son environnement violent, déjà, c'est positif parce que elle est protégée. Et, voilà. Mais par contre, elle va être protégée un temps. Et si vous ne l'aidez pas à transformer en elle tout ce qui a fait aussi voilà, que dans la relation, ça a pu s'instaurer une relation toxique, en fait, elle est fort à risque de se remettre avec un homme violent ou de se remettre avec le même. Parce qu'on est dans la dépendance. Et que malgré les dommages, je reviens vers ce qui m'a fait du bien à un moment. Vous savez, c'est un peu comme le même phénomène qu'il peut y avoir dans le jeu, l'addiction au jeu. Je vais me refaire, je vais me refaire. C'était tellement bien à la fois où j'ai gagné le jackpot. Et donc, on rejoue, et en fait, on perd, on s'endette, mais on garde en mémoire le souvenir du jackpot et on y revient. C'est un peu ce qui peut se passer dans les phénomènes d'emprise ou de violence. Parce que de toute façon, dans les phénomènes souvent de maltraitance,
il y a aussi de l'emprise, en fait. La personne, il y a une personne qui prend le pouvoir sur l'autre et l'autre qui laisse le pouvoir à l'autre. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement, elle ne sait pas faire autrement. Et donc, vous voyez, ce qui est important, c'est vraiment de s'occuper... Alors, oui, pardon. Et je vais y venir sur la diapo d'après, mais c'est de s'occuper de la relation et pas spécifiquement du produit ou de l'individu. Alors, par contre, dans une vision systémique des choses, moi, je vous parle en tant que thérapeute, et donc moi, ce qui m'importe le plus, c'est la personne qui a un problème, la personne qui est en difficulté. Par contre, de ma petite place, je n'ai pas le pouvoir d'agir. Alors, en tant que médecin, j'avais le pouvoir d'agir sur les produits, avec certains médicaments ou avec les hospitalisations pour les sevrages, voilà. Mais moi, en tant que thérapeute, je n'ai pas de pouvoir pour agir sur un individu qui agresse ou sur un individu qui abuse ou qui commet des crimes sexuels. Là, c'est la justice. Donc, en fait, ma responsabilité, c'est soit d'alerter la justice, soit d'accompagner la personne pour qu'elle porte plainte. Ou, voilà. Mais ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire au niveau du produit et de l'individu. Mais il est nécessaire, voilà, qu'il y ait des personnes qui s'occupent aussi de cette partie-là. Et puis d'autres qui s'occupent du contexte, de faire bouger le contexte, faire bouger les lois, faire bouger les mentalités. Et c'est pourquoi aussi ça me paraissait important d'aborder ces sujets-là. C'est parce que parfois, dans les phénomènes d'emprise et d'abus, et notamment au sein de l'Église catholique, mais c'est aussi vrai dans d'autres milieux, hein, dans le sport, dans plein d'endroits, mais en tout cas, moi, je le constate, je l'observe plus au sein de l'Église catholique, c'est que presque, il faudrait que tous, on soit en capacité de prendre tout en charge. Et que je ressens qu'il y a des gens qui sont en colère parce qu'on va avoir le focus sur l'individu, d'autres qui vont avoir le focus sur le contexte. Et comme ça, il peut y avoir des guéguerres entre les uns et les autres, alors qu'en réalité, l'idée, c'est qu'on est tous au service d'une même cause, mais chacun a sa place et chacun a son utilité, chacun est nécessaire. Et c'est aussi, parce que là, en fait, souvent, quand on voudrait tout résoudre, tout faire, que tout bouge, tout ça, en nous, là, c'est l'enfant surpuissant qui pense que voilà, il pourrait avoir un pouvoir sur tout, voilà, et ça, c'est pas ajusté, c'est pas au bon endroit. Ça s'explique, donc c'est OK si vous êtes comme ça, pas de souci. Mais par contre, ça peut desservir une cause, voilà. Parce que finalement, alors qu'au lieu de travailler main dans la main, on va se tirer dans les pattes les uns des autres, et voilà, et ça, c'est dommage. En tout cas, moi, je trouve que c'est dommage. Et donc, voilà, et une chose aussi importante, c'est que dans l'approche systémique, on fait des hypothèses et des expérimentations. On se pose des questions, et puis, pour répondre à ces questions, on fait des hypothèses, et puis on va vérifier l'hypothèse. Et vous voyez, ça, c'est toute la différence entre un accompagnement où il y a quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur l'autre. Parce que quand j'ai et parfois c'est inconscient, hein, mais quand je suis convaincue de quelque chose et que je veux absolument que l'autre rentre dans ma vision, dans ma pensée, en fait, quand il va avoir un problème, je vais avoir ma question, ma réponse et mon action à faire pour lui. Et finalement, l'autre n'est dans aucune liberté. Donc, vous pensez bien que si des gens ils sont dépendants à un produit, à une substance, à un comportement, à une personne, et que moi, en tant que médecin, j'en rajoute une couche en disant ben, il faut faire ci, il faut faire ça, ça vient de là. Voilà, je réponds à toutes leurs questions à leur place. En fait, je reproduis, je rejoue ce qui s'est passé dans leur relation, ce qui se passe dans leur relation de dépendance.
Et donc, c'est pour ça, moi, que j'ai beaucoup aimé l'approche systémique, parce qu'en systémie, on se pose plusieurs questions de plusieurs endroits, et d'où l'importance de se déplacer dans l'espace, dans le temps. Et on ne fait pas d'affirmation, on ne dit pas des vérités, on émet des hypothèses. Et on dit à la personne, je fais l'hypothèse que tel comportement, ben, il y a ça derrière, ou ça vient de ça. Voilà. Et la personne, elle prend ou elle ne prend pas. Et c'est OK. Nous, on n'est pas là pour inculquer quelque chose, on est là pour ouvrir des portes, ouvrir des possibles. Et puis, ben, une fois qu'on a fait une hypothèse, l'intérêt, c'est d'aller la vérifier. C'est une démarche scientifique, quelque part. Et donc, ben, on va expérimenter. Voilà. Je fais l'hypothèse que vous êtes dépendant à l'alcool, parce que malgré les dommages qui s'accumulent, voilà, vous continuez. Mais jamais j'enferme quelqu'un en disant « c'est sûr, vous êtes dépendant ». En fait, on l'enferme là. Après, ben, je dis ben, « faites l'expérience du sevrage ». Comme ça, vous verrez si ça vous manque, si ça ne vous manque pas, et si ça vous manque trop, vous reboirez. Et c'est une autre approche que de dire vous devez être abstinent. Non, c'est je propose l'expérience, la personne l'accepte ou pas, et après on fait la relecture de l'expérience et on en tire des conclusions. Et la personne en tire elle-même des conclusions. Et en tant que thérapeute, accompagnant, je suis là pour l'aider à conclure. Mais si je conclue à sa place, ben en fait, je prends le pouvoir sur elle, encore une fois. Et donc là, je vais vraiment, après j'ai quasiment fini, j'en suis à la fin de ma présentation. Voilà, tout ce que je vous ai dit, moi, et toutes les clés que j'ai envie de vous donner encore plus au niveau du côté réparation ou se sortir de quelque chose, c'est vraiment en lien avec l'individu, la personne concernée. La personne qui consomme de l'alcool, la personne qui a été victime. Voilà, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'aller interroger les différentes relations. Donc déjà, on va interroger la relation de l'individu, de la personne, avec le produit. Comment ça interagit les deux? Comment le produit a du pouvoir sur moi? Comment cette personne a du pouvoir sur moi? Comment ça se fait? Et puis, ben, moi, si je change quelque chose, qu'est-ce que ça change dans la relation? Voilà, tout ça, on va l'interroger. Mais si on s'occupe que de ça, on en oublie toute une partie. Et voilà, c'est important de prendre la personne dans son ensemble. Et donc, on va aussi travailler sur l'individu et le contexte. Quand il est dans sa famille, les rapports avec sa famille, le rapport avec sa religion, le rapport avec la société, son travail. Voilà. Tout ça, ça vient influencer et comment ça s'influence mutuellement. Et puis aussi, quelle relation cette personne a avec elle-même. Est-ce qu'elle se prend en compte? Est-ce qu'elle se rabaisse? Ou est-ce qu'elle se surestime? Voilà, tout ça, on va le regarder. Et donc, on est dans le non-jugement. On est là pour comprendre, pour regarder quels mécanismes se mettent en place. Et on n'est pas du tout dans quelque chose de moral, de bien, pas bien. Et donc ça, c'est parfois difficile pour les familles qui disent « t'es suivi, il ne se passe rien, tu n'as pas arrêté de boire, tu as repris. » voilà. Et parce qu'en même temps, nous, on n'est pas axé sur le produit ou axé sur le problème. On est là pour aider une personne à s'interroger dans toutes ses relations. Et donc, c'est vraiment une remise en question et une remise en route et une reconversion complète. Parce qu'il faut changer son rapport à soi, son rapport aux autres, son rapport à un produit. Et moi, dans ma vision des choses, aussi son rapport au plus grand que soi, au divin ou à Dieu. Puisque moi, en fait, dans l'approche que j'avais avec mes patients et que j'ai avec mes clients, en tout cas, ça fait partie de l'équation. Le plus grand de l'équation.
Alors, il y a justement Lottie et Lida qui dit « Je suis addict à la parole de Dieu. C'est grave, docteur ?» Ben, comment? Une addiction, elle est grave si elle entraîne des dommages. Voilà. C'est ça qui fait le diagnostic de l'addiction maladie. C'est s'il y a une accumulation de dommages. S'il n'y a pas de dommages, si tu ne ressens pas de dommages, eh bien, c'est pas grave. C'est que c'est bon pour toi. Et donc, dans toutes ces relations, la relation donc à soi, la relation à l'autre, la relation au contexte, le dénominateur commun, ben, c'est soi, c'est la personne, c'est l'individu. Et donc, dans une relation d'accompagnement, l'individu est comment? Soit la personne, elle est dépendante, soit elle a été abusée, en tout cas, elle est vulnérable de quelque chose. Et donc, l'intention de l'accompagnant, c'est de lui rendre sa liberté et de la rendre autonome. Donc, en fait, et ça, pareil, il y a des degrés. C'est-à-dire que quand quelqu'un est complètement désemparé, complètement dépendant, on ne va pas lui demander d'emblée d'être autonome. Enfin, voilà, il y avait des personnes qui arrivaient, ils ne savaient pas gérer leur budget, des problèmes d'argent. On ne va pas leur demander du jour au lendemain de maîtriser. Donc, il y a quelqu'un qui les accompagne et ça se rééduque. Mais vraiment, l'objectif, c'est que les gens deviennent autonomes, qu'ils redeviennent libres et qu'ils sortent de cette prison où les amis, l'alcool, l'emprise, voilà. Et en même temps, l'accompagnant, lui tout seul, il ne peut rien faire. C'est une relation à deux et c'est une collaboration à deux ou s'il y a plusieurs accompagnants, c'est à plusieurs. Hein. Mais si on parle du face-à-face, c'est voilà, quand j'accompagne quelqu'un, je suis garante de la relation, mais en fait, c'est un travail d'équipe, on collabore. Et la personne, elle, son devoir, entre guillemets, c'est de reprendre sa liberté, de s'autonomiser, c'est-à-dire d'avoir au moins ce désir. Après qu'elle ne soit pas en capacité de le faire, ben on est là pour lui apprendre, mais c'est vraiment ça l'idée. Et donc, dans le mésusage de l'accompagnement, ben parfois, si on dit à la personne, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça, la solution c'est ça, finalement, je ne suis pas sûre qu'elle acquiert beaucoup d'autonomie. C'est un peu dans l'idée de la comparaison qu'on fait entre donner à manger à quelqu'un ou lui apprendre à pêcher, lui apprendre à chasser, lui apprendre à cultiver la terre. Voilà, donc par moment dans l'urgence, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, on va donner à manger à quelqu'un. Mais en réalité, on va lui rendre un plus grand service si on lui apprend à s'alimenter par lui-même. Et voilà, un autre point important, c'est que les personnes dépendantes, elles ont perdu le pouvoir. Et les personnes qui ont été abusées, elles ont perdu, en tout cas, elles ont fait l'expérience qu'elles n'avaient pas de pouvoir. Et certaines ont perdu le pouvoir. Et ça, c'est comme un effondrement. Et donc, c'est important, voilà, que les personnes, elles reprennent du pouvoir. Parce que si c'est l'accompagnant qui garde le pouvoir, on n'a rien soigné, on n'a rien réparé. Et donc, comme c'est une collaboration, cela demande aussi que la personne qui a été victime d'abus, eh bien, elle choisisse de reprendre son pouvoir. Et en fait, pour reprendre son pouvoir, c'est important de reprendre sa responsabilité. Et là, j'ai conscience que quand je dis ça, pour certaines personnes, ça peut déclencher quelque chose d'intense, de violent. Parce que voilà, dès qu'on parle de responsabilité, dans notre esprit, on a le mot culpabilité qui arrive. Souvent, on a cette croyance que je suis responsable, je suis coupable. Moi, on a abusé de moi enfant, ou j'ai été violée. Je ne suis pas responsable. Mais parce qu'en fait, on pense qu'on est coupable. Et moi, s'il y a une chose que, en tout cas, toutes les personnes pour qui c'est difficile à ce que je suis en train de dire, ou qui, voilà, j'aimerais que vous reteniez cette phrase, cette diapositive. Ma responsabilité, c'est mon pouvoir. Quand je prends ma responsabilité dans ce qui m'arrive dans la vie, là, j'ai du pouvoir. Et je gagne en pouvoir et je gagne en force.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis une personne vulnérable, quand je suis un enfant, je suis innocent de ma responsabilité. Je suis responsable dans le sens où ce n'est pas à cause de moi que ça arrive, c'est pas ni à cause ni grâce, mais c'est un fait, point. Parce que je suis là, parce que j'existe et parce que je suis comme je suis. Et donc, quand on est enfant, on est innocent parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que face à une agression, face à de la violence, voilà, ça va engendrer de la peur en nous, tout un tas d'émotions. En fait, de manière primaire, instinctive, ça c'est dans notre cerveau reptilien, on a 3 réactions. Ou on fuit, on se barre en courant, ou on agresse, on lutte, on combat, ou alors on est paralysé. On est inhibé, on est paralysé. Et l'enfant et la personne vulnérable, cette paralysie, cette sidération, cette inhibition, ce laisser-faire, il en va de la survie. C'est le seul choix. Parce que l'enfant, face à l'adulte, il ne court pas assez vite, ou il ne peut pas se battre contre l'adulte. Et donc, son seul choix de survie, c'est de laisser faire. Et donc, c'est pour ça que c'est l'adulte, normalement, qui est garant de sa protection, du prendre soin. Donc là, c'est l'adulte qui est coupable. Et là, il y a quelqu'un qui parle de déni. Est-ce que dans la survie… Alors, je n'ai pas évoqué le déni, tiens, c'est vrai. J'ai fait un déni de déni. Mais on verra après. Mais non, là, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, on se culpabilise en disant j'ai pas réagi, j'ai pas su réagir, j'ai pas bougé, je me suis laissé faire. Et donc, c'est insupportable. Parce que la réalité des choses, c'est que une personne a abusé de moi, une personne m'a agressé, un côté de la relation, et moi, en tant qu'individu, je me suis laissé faire, je me suis laissé abuser, je me suis laissé agresser. Et donc là, quand on dit ça, c'est fou. Non, c'est hyper culpabilisant, sauf que je n'avais pas d'autre choix. C'était le seul choix pour survivre. Donc, je ne suis pas coupable, je suis innocent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et j'allais dire, parfois aussi, on pointe les gens qui font rien ou qui sont… En fait, c'est un réflexe de survie. Et en fait, c'est un acte pour la vie. Et ce n'est pas une faiblesse en soi, voilà. Mais parce qu'on ne nous a pas appris, ou en tout cas, on n'a pas été en capacité de mettre en place la fuite, la lutte, qui sont 2 autres types de réactions. Et ce qui se passe, c'est que quand enfant, j'ai été souvent amenée à avoir des comportements d'inhibition ou de sidération, mais en fait, mon inconscient, mes neurones, là, il y a des autoroutes et je suis comme si je m'étais programmée pour réagir face à la peur, face à l'agression, face à l'emprise, comme si je m'étais moi-même, mais pour survivre, programmée à un certain type de réaction. Et c'est la même chose pour ceux qui sont rebelles et qui sont tout le temps dans l'attaque, ou pour ceux qui sont dans la fuite et qui sont un peu dans le déni. La fuite, c'est le déni, en fait, oui. On ne veut pas voir, on ne regarde pas, on regarde ailleurs. Et donc, tout ça, voilà, chacun fait comme il peut en fonction du contexte où il a vécu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on met en place au début, tous ces comportements qui, aujourd'hui, nous semblent irrationnels, incohérents, quand on les a mis en place au début, c'était pour la survie. Donc, ils étaient utiles à notre survie. Par contre, ils sont tellement engrammés en nous, programmés, on les a tellement utilisés, qu'on ne sait pas toujours. Il faut apprendre à faire autrement et qu'il y a besoin de mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, je vis dans un autre contexte et je peux me permettre
de vivre les expériences autrement. Donc, comme quoi que l'on fasse, ce sera toujours notre inconscient qui va prendre le dessus. C'est comme ça, c'est normal, c'est pour notre mieux-être. On ne peut pas en permanence penser à tout. Et donc, l'idée, c'est consciemment, je vais oser des expériences nouvelles, je vais vivre des expériences différentes pour que dans ma tête, il y ait d'autres programmations qui s'installent. Donc, il y a vraiment, moi en tout cas, j'aime bien cette image, cette idée de se reprogrammer, mais volontairement, par choix. Et après, il y a plein de moyens qui existent, mais voilà, ce n'est pas ici qu'on va les développer. Et donc, le sens, vraiment, c'est moi, ce que j'ai à cœur de dire à toutes les personnes que j'accompagne, et voilà, c'est de les aider à devenir acteurs de leur vie, acteurs de leurs choix, acteurs de leurs pensées et de leurs comportements. Parce que souvent, ma vie, les choix que je fais, mes pensées, elles viennent de ma famille, de mes parents, de mon contexte, de ma religion. Mais moi, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de penser? Qu'est-ce que je choisis de croire? Et moi, j'ai cette conviction profonde aussi que, puisque bon, moi, je crois en Dieu, pour moi, il nous a créés libres, il nous laisse notre liberté. Et donc, si je suis mue par l'inconscient, je ne suis pas libre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est important même si je fais bien, entre guillemets, mais que je le fais parce qu'on me l'a inculqué et que c'est le choix de mes parents, c'est le choix de mon milieu, mais en fait, ce n'est pas mon choix et ce n'est pas ma liberté. Et donc, moi, ce qui est important, voilà, c'est d'accompagner des gens à trouver ce qui est juste pour eux. Et donc, souvent, pour marcher sur ce chemin, c'est éduquer l'enfant en soi, parce qu'on ne peut pas rééduquer un enfant. À la base, pourquoi mais voilà, j'ai acquis ce comportement d'inhibition, de sidération, et puis en plus, personne n'était là pour me dire quoi faire, comment faire. C'est ça qui est terrible. Par contre, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux choisir de prendre soin de l'enfant en moi et je peux l'éduquer. Pas forcément tout seul parce que je ne sais pas faire, et c'est à ça que sert l'accompagnement. Apprendre à éduquer l'enfant, prendre soin de lui. Parce que souvent, quand on a été enfant, on n'a pas pris soin de nous. Les adultes étaient occupés ailleurs ou les adultes étaient dysfonctionnels. Et donc, on a subi des préjudices. Et il n'y avait personne pour nous aider. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte, je suis adulte. Et vous êtes capable, je suis capable de prendre soin de mon enfant à l'intérieur. Et d'ailleurs, moi, j'ai 3 enfants et pendant longtemps, j'ai été capable de les éduquer, j'ai été capable de les aimer, de prendre soin d'eux. Et pourtant, j'étais dans l'incapacité de faire ce que je faisais pour eux envers moi. Et pareil, j'accompagnais mes patients, je prenais soin d'eux et j'étais dans l'incapacité de prendre soin de moi, de mes propres besoins. J'étais toujours dépendante de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. J'ai appris à rassurer l'enfant à l'intérieur de moi et à devenir adulte, tout simplement. Et ça s'éduque. Et là, il y a aussi l'importance, voilà, il y a des choses qu'on peut faire par soi-même et d'autres, on a besoin d'être accompagné. Ça, je vais le passer. Voilà. Et donc, on a besoin d'être accompagné dans son chemin de réparation. Et c'est vraiment aussi important d'être accompagné par une personne compétente. Parce que si l'accompagnant est dans un mésusage, au lieu de vous réparer, il va vous casser et vous recasser. Et ça, c'est terrible. Et donc, en même temps, là, dans ce que je vous ai présenté, j'espère que vous aurez trouvé vous aurez les clés du bon accompagnement et que si jamais vous êtes accompagné par quelqu'un où vous sentez qu'il est dans le mésusage de l'accompagnement, fuyez et changez d'accompagnateur, changez de médecin, changez de thérapeute.
parce que c'est votre responsabilité. Et donc, vous voyez, ben, ce chemin de réparation, c'est l'équivalent d'une randonnée en haute montagne. C'est un sacré voyage. Et donc, c'est important d'être bien accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le chemin, ou en tout cas qui en connaît tous ces dangers, et puis qui en connaît aussi tous les beaux endroits à regarder. Et puis, vous voyez, voilà, l'intérêt aussi d'être accompagné, c'est que parfois, ben, on ne sait pas réparer par nous-mêmes, et que la personne, elle va nous aider à réparer. Mais elle ne fait pas tout à notre place. Mais voilà, il y a des choses où on est dépendant. Et on parlait tout à l'heure de la saine dépendance. Et donc, pour résumer ce chemin de réparation, alors c'est dommage parce que je n'ai pas, j'arrive pas, si, je ne sais pas si à l'écran vous voyez ma petite flèche qui bouge. Laurence? Oui, oui, si, on voit ça Voilà. pointe bien sur le mot que tu veux pointer. Voilà. Une situation donnée va engendrer chez moi des émotions et des besoins. Et comme on a vu, c'est l'inconscient qui va, quand on est enfant en plus, les émotions et les besoins, c'est encore plus intense. Et donc, on a mis en place des comportements. Et donc, au final, au bout d'un moment, et surtout en tant qu'adulte, on va être dans la réaction. Une situation, émotion, besoin, hop, tout de suite, je réagis. Et finalement, souvent, ce qui se passe, c'est que ma réaction, elle reproduit la situation. Et que, si vous regardez votre vie, moi, je vous invite à regarder votre vie et à vous dire, tiens, telle situation, une situation au travail, une situation dans mon couple, une situation avec mes parents, voilà. Tiens, c'est bizarre, c'est tout le temps les mêmes émotions qui reviennent et un peu toujours les mêmes besoins. Et puis, et finalement, les choses se reproduisent. Et puis, tiens, je réagis de cette manière, je ne sais même pas trop pourquoi, voilà. Et déjà, prendre conscience de tout ça, prendre conscience de ce qui est, prendre conscience de ce qui se passe, on va appeler ça la reconnaissance. Et ça, c'est le premier chemin. Avant d'aller vers quelque chose de plus actif et qui se rapprocherait plus de ce qu'on pourrait imaginer de réparation, j'ai besoin de ce moment de reconnaissance. Et en plus, on a ce besoin d'être reconnu. Reconnu par quelqu'un d'autre, mais aussi de se reconnaître soi-même. Se reconnaître soi-même qu'on a été victime et se sentir légitime. Parce que finalement, si on n'arrive pas à se le reconnaître à soi-même, on va toujours le chercher ailleurs. Et si la personne à l'extérieur, elle n'est pas capable de nous amener cette reconnaissance, on va en souffrir. Donc, c'est important d'apprendre aussi à se reconnaître par soi-même, à s'aimer par soi-même. Pas que, mais aussi. Et puis un jour, voilà, quand j'ai pris conscience que j'agissais beaucoup par réaction et non pas librement, en fait, un jour, voilà, je peux décider de dire, ah ben non, cette fois-ci, je veux agir. Je ne vais pas réagir, je vais agir. Et je vais choisir. Je vais choisir d'attaquer. Je vais choisir de laisser faire. Je vais choisir de prendre la poudre d'escampette. Mais voilà, je le choisis en conscience. Et je vais le choisir en fonction de mes capacités et en fonction du contexte, en fonction de ce qui est juste pour moi. Et ça, c'est ce qui va petit à petit nous aider à nous réparer. Et donc, il y a vraiment les deux choses. Il y a le fait d'être reconnu dans ce que j'ai vécu et d'être reconnu de manière, j'allais dire, inconditionnelle. Et souvent, dans nos relations avec les autres, ce qui pêche, c'est qu'au lieu de reconnaître en premier, ah oui, c'est dur ce qui t'arrive, ou ouais, tu as traversé vraiment c'est douloureux, j'entends que c'est douloureux pour toi, waouh. Et en fait, comme nous, ça nous met dans l'inconfort, on voudrait toujours vite trouver une solution. Alors que ce besoin de reconnaissance, que quelqu'un comprenne dans quelle situation on est, voilà, c'est un temps précieux et c'est un temps extrêmement important et c'est réparateur déjà. Par contre, ça ne suffit pas toujours, ou ça ne suffit pas, c'est que voilà, pour qu'il y ait une vraie réparation, pour qu'on se restaure et pour qu'on s'affermisse,
c'est important qu'on apprenne à devenir de plus en plus autonome, responsable, et puis de choisir, de poser des actes. Voilà, pourquoi je fais tel acte? Et je l'ai choisi en fonction de mes capacités, en fonction du contexte. Donc, en fait, le mieux pour quelqu'un n'est pas le même mieux pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution toute faite. C'est à chacun de trouver sa propre solution. Et en tant qu'accompagnante, moi, ben voilà, mon travail, et que j'aime et qui me passionne, c'est d'explorer avec la personne qu'est-ce qui va être le bon choix pour elle, pour l'amener à se restaurer. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais prévu de vous parler de mon expérience personnelle de sortie d'emprise, mais en fait, je ne pense pas que ce soit utile ici et maintenant. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention. Et puis, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, voilà, nous allons pouvoir échanger. Je vais peut-être prendre l'une des dernières questions qui a été posée. Alors, donc, comme là, tu as... Voilà, okay. Alors, juste une question. Est-ce que vous voulez que pour le partage, je continue l'enregistrement ou que je l'arrête? OK, pour continuer. Okay. Parce qu'après, évidemment, ça peut être utile à d'autres personnes. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous ne voulez pas qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse, voilà, ben vous restez caché derrière la caméra. C'est OK. Et puis, vous avez même le droit aussi, mais ça, vous ne savez peut-être pas faire, de masquer votre nom. Voilà, mais voilà, en tout cas. Donc, je suis là pour accueillir vos questions, vos réactions. Voilà. La parole est à vous. Ah oui, réactiver le son. Bonne idée. Sinon, chacun, les personnes qui veulent parler peuvent réactiver elles-mêmes leur micro, peut-être. Oui, c'est chacun qui réactive son micro, parce que moi, je n'ai pas... Ah, tu n'as pas la main. Non, je n'ai pas la main, justement. Je ne sais pas, ça doit être une option. Chacun réactive. Peut-être juste là, la question qui a été posée sur la fin, Oui. qui était sur le choix de la personne qui va accompagner, en fait, si je comprends bien la question. Quels sont les curseurs, donc on va dire elle demande quels sont les curseurs dans le choix de la personne qui va nous accompagner pour sortir de ces dépendances. Quels sont les critères importants, je pense. Voilà, quels sont les critères importants? Alors, ben, pour moi, les critères importants, c'est la première, c'est la capacité d'écoute et l'empathie, le non-jugement. Si vous vous sentez avec quelqu'un où vous avez vraiment l'impression que cette personne vous juge, ou en tout cas qu'elle va dire des choses vraiment qui vous heurtent et tout ça, c'est peut-être pas la bonne personne. En sachant qu'au début, on peut avoir l'impression d'être jugé. La personne dit un petit truc gentil et pof, on se sent jugé. Donc, à prendre avec du recul. Mais voilà, j'allais dire un bon thérapeute ou un bon accompagnant, il vous accueille tel que vous êtes. Il prend tout le package. Et c'est OK pour lui. Et il n'y a pas de jugement, absence de jugement. Donc ça, c'est le premier critère. Après, je dirais que c'est important que ce soit quelqu'un qui soit suffisamment soutenant, que vous vous sentiez soutenu dans votre démarche, dans comment vous êtes, et en même temps, parce que ça c'est aussi en Gestalt, c'est une approche, c'est-à-dire en même temps soutenant et à la fois confrontant. C'est-à-dire que c'est important, parce que parfois nous on a notre vision, on est dans notre bulle, et si l'autre nous laisse dans notre bulle, ben, on ne va pas bouger, on ne peut pas changer. Et donc par moment, voilà, on va aller dire toc toc, tiens, toi tu vois ça comme ça, mais peut-être qu'on pourrait le voir autrement. Ou, voilà, et donc quand on fait ça, en fait, on confronte un peu la personne parce qu'on va la bousculer. Par contre, voilà, c'est important qu'il y ait les deux, que vous vous sentiez soutenu, entendu, validé, et en même temps confronté.
Par contre, si la confrontation, elle est trop violente, trop brutale, c'est pas OK. C'est pas ajusté. C'est un mésusage, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est les deux critères. Et après, c'est vraiment apprendre, aussi, voilà, il y a une histoire de feeling. Il y a des gens qui vont nous correspondre, des gens qui ne vont pas nous correspondre. C'est comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à l'aise? Quand je repars de l'entretien, est-ce que je me sens grandie, soulagée, apaisée? Bon, pas forcément. Voilà, il y a certaines fois, on ressort de séance, on est un peu bousculé, un peu, voilà, mais voilà, c'est supportable. Voilà, c'est regarder et voilà, s'autoriser parfois à dire non ou ça ne me convient pas. Et voilà, quelqu'un qui vous dit, qui ne vous autorise pas à être d'un avis différent du sien ou à penser différemment de lui. Voilà, moi je pense que c'est un mésusage de l'accompagnement. Parce que, et qu'on est dans quelque chose où on se rapproche un peu de l'emprise ou autre, comme si la personne voulait avoir un certain pouvoir sur nous et forcer notre liberté. Après, peut-être que de donner des conseils va revenir à être pas d'accord avec la personne qu'on accompagne. Et la personne accompagnée ne va pas forcément accepter les conseils en pensant que justement, c'est un abus de pouvoir et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer dans une relation. Les perceptions de celui qui est aidé, peut-être, ça peut être très difficile. Justement, vous voyez, vous pointez quelque chose d'intéressant. C'est qu'en plus, moi, j'ai fait une formation de coach. Et en coaching, on donne très rarement de conseils. On pose des questions à la personne. On passe en mentoring, sinon. Après, c'est comment ce qui est intéressant, c'est de naviguer en fonction de la personne, de ses besoins. On va naviguer entre tout ça. Il y a des gens qui ont besoin de conseils parce que sinon, ils sont perdus. Donc là, c'est justifié de leur donner un conseil. Il y en a d'autres, si vous leur donnez un conseil, c'est une agression, ils se sentent en abus de pouvoir. Donc, eux, il ne faut pas leur donner de conseil. Il faut utiliser une autre stratégie. Voilà. D'accord. Donc, la personne qui est dans cette situation, elle devrait s'en aller, changer de tout simplement. En tout cas, si elle trouve que voilà, elle reçoit que des conseils et que ça lui convient pas et du coup, elle se sent pas entendue, elle se sent pas reconnue, elle se sent pas prise en compte dans ce qu'elle est, ben oui, là, il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose de réparant, d'épanouissant. Voilà. Donc, et comment expliquer alors que des personnes dans cette situation ne changent pas d'accompagnant? Eh bien, c'est une bonne question. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, on est régi beaucoup par notre inconscient. Et notre inconscient, il aime bien son petit confort. Il aime bien son petit confort, il aime bien le connu. Et parfois, il préfère rester dans un inconfortable connu que d'aller dans l'inconnu. Et en fait, s'il ose l'inconnu et que tout d'un seul coup, il s'aperçoit que c'est mieux ou que tiens, c'est plus confortable, après, ça va ouvrir quelque chose. L'accompagnant va forcément va pousser la personne vers la liberté. C'est peut-être une perception de la personne accompagnée qui va se dire, qui va se poser sur ce genre de réaction, en fait. Alors, vous voyez, parfois, on ne peut pas toujours savoir quelle position est juste, pas juste dans un accompagnement. Et c'est pour ça qu'il y a de la supervision. Et c'est nécessaire quand on est thérapeute ou accompagnant, de mon point de vue, d'avoir des règles, d'avoir une éthique, d'avoir des valeurs. Et la supervision en fait partie. Et donc, par exemple, moi, quand je me sens coincée dans un accompagnement ou quand je me dis, tiens, la personne, elle n'a pas avancé, ça ne bouge pas, eh bien, je vais en parler en supervision ou j'en parlais avec mes collègues. Et en réalité, en tant que thérapeute, la première chose qu'on doit se dire, plutôt que de se dire, qu'est-ce qui ne fait pas bien ? Pourquoi il ne fait pas bien? C'est non. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais qui n'est pas adapté pour que mon client change? Et donc, la première chose à faire, c'est soi-même de changer dans la relation. Parce que si le client que j'accompagne ne bouge pas,
en tout cas, la première hypothèse à faire, c'est que ça vient de moi. Et c'est-à-dire, moi, j'ai déjà fait l'expérience que j'avais une patiente là, et elle était dans la peur, elle était dans l'inquiétude et tout ça. Et en réalité, je me suis rendu compte que moi, j'étais dans la peur pour elle et dans l'inquiétude pour elle et je voulais la protéger. Et du jour où j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, j'ai changé mon comportement avec elle et j'ai mis une limite et j'ai dit non, ben c'est bon, fais-lui confiance, t'inquiète pas. Mais je ne lui ai pas dit. C'est moi, à l'intérieur de moi, dans ma manière d'être avec elle, j'ai lâché prise. Et en fait, là, il y a quelque chose qui a évolué et elle a été en capacité de faire des choses, d'être seule. Voilà. Donc, c'est toujours... Et parce que ça, j'en ai parlé en supervision, en interaction. On regarde qu'est-ce qui se passe dans la relation, on regarde les deux parties. Et moi, en tant que de ma partie, ben, j'ai accès à... J'ai du pouvoir sur comment changer la relation, sur ce que je peux transformer. Donc, l'idée, c'est que je fais une transformation dans mon lien avec l'autre et je vois ce qui se passe. Ça peut avoir l'effet désiré, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, après, ben, hop, je réinterroge. Parce que si j'attends que ce soit l'autre qui change, je peux attendre longtemps. Certes, donc, si l'autre ne change pas, c'est à moi de changer. Dans le soin, on attend donc que la personne retrouve sa liberté, forcément. Dans l'accompagnement, forcément. Mais si la personne sait qu'on attend ça, de toute façon, elle va se sentir prisonnière de cette attente inconsciente. Si on change le comportement en tant que soigneur, la personne va le sentir aussi, certes, mais même n'est pas forcément prête à prendre sa responsabilité dans son soin à elle et pouvoir continuer absolument à ne rien écouter. Donc, il vaut mieux changer d'accompagnateur. Et comment on fait quand la personne ne veut pas? Mais en fait, c'est là où moi, j'y ai été confrontée plusieurs fois en addictologie et ça peut, vous voyez, rien que de dire ça, j'ai de l'émotion qui arrive. On ne peut pas sauver une personne contre son gré. Tout à fait. C'est sa liberté. Et donc, moi, j'ai accompagné des gens qui ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas arrêter de boire et qui sont allés jusqu'à... Enfin, j'allais dire, ils sont allés jusqu'à mourir, en fait. Hein. Ils sont morts des complications de l'alcool. Et donc là, ben, en fait, avec ces personnes-là, j'ai arrêté, enfin, je veux dire, de toute façon, c'est leur vie, c'est leur choix. J'ai arrêté de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les aider à arrêter de boire, voilà, parce qu'en plus, là, c'est mon désir sur eux, c'est ma projection sur eux. C'est moi qui pense que ce qui serait le mieux pour eux. Donc, quelque part, oui, je prends le pouvoir. Non, quand même pour leur santé, oui. Oui, mais après, moi, j'ai plus de facilité à regarder les choses comme ça parce que je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire. Et donc, je sais que ce n'est pas efficace avec moi, en tout cas. Moi, il ne faut pas me donner des conseils et encore moins m'ordonner. Voilà, il faut me suggérer. Me proposer, me suggérer. Ça marche. Et donc, après, ben, déjà, ce qui me paraît le plus important, c'est d'être là pour elle. Et en fait, moi, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est comme ça que je conçois les choses. Je ne suis pas là pour guérir, je suis là pour soigner et je suis là pour aimer, prendre soin. Et donc, en fait, quand les gens, toutes ces personnes, et j'en ai plein en tête, j'ai leurs prénoms là qui me viennent, ben, j'ai lâché prise sur moi, comment j'imagine qu'ils auraient dû être soignés pour être là avec eux, pour eux, dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et en fait, je crois que c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça le soin. C'est être avec la personne dans ce qu'elle vit et dans ses capacités. Parce qu'il y a un moment, je pense que c'est hors de notre portée, en tout cas, c'est hors de ma portée, de faire changer l'autre. Sinon, je suis dans la contrainte, parce que sinon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait enfermer les gens et les obliger à ne plus boire et les enfermer à vie. Et moi, j'ai choisi de dire, ben moi, enfin, vous êtes là, vous venez me voir, et ce qui compte, c'est que ben, j'entends vos besoins, j'entends vos interrogations, comment on peut y répondre, et voilà, vous continuez à consommer, c'est OK. Moi, je vous accueille avec ce handicap.
Là, c'est clair. De toute façon, l'accompagnement, c'est de la co-construction. Le problème vient à partir du moment où la personne ne veut pas co-construire avec vous, même si on est suggéré. Et le problème aussi, c'est que si vous avez un patient qui s'accroche à vous malgré vos suggestions, etc., ou de simplement de ne pas recevoir la personne, ce qui est difficile, c'est la réaction de la personne accompagnée qui peut être très compliquée à gérer dans ces moments-là. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je dis toujours que ben, voilà, la thérapie, l'accompagnement, c'est un art. Il y a des règles, il y a des modèles, voilà, mais après, il y a aussi tout le côté, voilà, c'est pas une science exacte et c'est un art qui s'apprend. Et quand il s'apprend, ben, on fait des erreurs aussi. Ça fait partie du... Et j'apprends avec mes clients, j'ai appris avec mes patients. Ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Ils m'ont donné des solutions pour mieux les aider que j'ai pu utiliser avec d'autres. Voilà, et c'est vraiment comme ça que je conçois la relation, c'est qu'on s'apporte mutuellement. Je les aide à grandir et ils me font grandir. Et c'est vraiment... Alors, Elisabeth, là maintenant, comment on peut te contacter? Oui. Comment tu conçois l'accompagnement? Parce Alors, que tu as un cabinet au Mans, mais... d'accord. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question? Parce qu'il y a... Voilà... pour que tout le monde ait la parole. Bien sûr. Donc, voilà. Et sinon, ben, je vais conclure. Parce que tu vois, là, il n'y a plus que six personnes. Donc, en fait, Tout à fait. gens... Voilà. Il est l'heure que il est l'heure que je me suis fixée pour rentrer à la maison. Donc, voilà. Donc, ben, voilà, ce que je voudrais dire pour terminer cette soirée, c'est que voilà, je pense vraiment que l'important, c'est d'être accompagné. En tout cas, quand on a été, voilà, quand on est dans la dépendance, dans l'enfermement, quand on a été profondément blessé, c'est important d'être... voilà, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ce que je disais, on est sainement dépendants les uns des autres. Donc, il faut accueillir qu'on ait besoin d'aide ou qu'on ait besoin de collaboration. Voilà. Et donc, après, ce qui est important, c'est de trouver la personne qui vous corresponde à vous. Moi, je ne corresponds pas à tout le monde et tout le monde ne me correspond pas. Voilà. Donc, quand on est en thérapie comme ça, en libéral, on peut choisir ou pas. Quand on est salarié ou qu'on est dépendant d'un système, on ne peut pas toujours choisir. Moi, je ne choisissais pas mes clients, mes patients. Ils étaient envoyés par la justice, par la famille, et souvent, ils ne venaient pas d'eux-mêmes. Donc, voilà. J'ai dû apprendre à composer avec tout ça. Et voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'accompagner des gens qui, justement, sont dans l'idée de prendre leurs responsabilités et collaborer avec moi. Donc, moi, c'est comme ça que... Voilà. Et puis, je travaille au Mans, 1 rue Jeanne d'Arc. Et puis, il y a un numéro de téléphone pour me joindre, 06 26 98 64 16. Et après, sinon, je suis aussi joignable à travers la messagerie, le messenger de Facebook, ou mon adresse mail, elisabeth.pierre@arcomthérapie. Donc là, il faut aller regarder sur le site parce que c'est compliqué à épeler. Donc, il ne faut pas répondre directement en fait au mail qu'on a reçu pour le lien. Si, hein? Si on peut parce que ça est... Parce que moi, à un moment, je t'ai écrit et en fait, le mail m'est revenu. C'est vrai que... Oui, non. C'est un autre mail et en fait, ce que je ferai, c'est que quand j'enverrai le replay, je mettrai mes coordonnées pour si jamais des gens veulent me contacter ou ont besoin. Voilà, en tout cas, je suis ouverte à répondre aux questions. Voilà, et ça n'engage à rien, en fait. C'est juste de l'échange. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie tous et toutes de votre présence, de votre attention. Et merci à ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. Et puis, merci aussi aux autres, parce que s'ils sont partis avant, ils avaient des bonnes raisons. Tout le monde te remercie chaleureusement. Tu vois, beaucoup de demandes, ceux qui ont quitté se sont excusés. La plupart ont demandé le replay.
Donc, voilà, en tout cas, je trouve que c'était, mon niveau, c'était très instructif parce que je ne suis pas spécialiste de la dictologie. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé que c'était très clair. En tout cas, voilà, Merci. je pense que tout le monde a passé une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis comme ça, je vais pouvoir saluer personnellement